On avec, va c'est avoir ça. la rue Yann Chartrand au Mont-Tremblant, puis la rue à C'est ma- Jérémy Allard c'est- à Magog. So let's do it, guys. Merci d'être présent ce soir aussi. D'entrée de jeu aussi, juste mentionner, on avait un invité spécial aussi qui a eu un contretemps aussi. Donc, Charles Côté ne sera pas présent ce soir. Donc, la séance de ce soir, ça va être vraiment un mastermind immobilier aussi. On va garder ce large aussi. On peut parler autant d'industriel, autant de multilogement commercial pur, de bureaux aussi. On peut parler de financement, de vente. En fait, c'est 100% un mastermind. On va retourner à la source pour ceux qui suivent les cafés PMM depuis maintenant plusieurs années. À la base, c'était ça, c'était des rencontres entre investisseurs puis certains membres de l'équipe, certains invités spéciaux. Donc, ce soir, on veut vraiment vous entendre. Si vous êtes en mode vente, en mode acquisition, c'est quoi vos défis actuels sur le marché aussi? Patrice Ménard va animer la séance aussi. Il y a plusieurs courtiers de l'équipe qui sont parmi nous ce soir. Donc, n'hésitez pas à participer. Il y a un bouton réaction en bas. Cliquez là-dessus, levez votre main aussi. Puis, à tour de rôle, on va vous laisser la parole. Donc, Pat, je te laisse introduire le sujet et surtout ouvrir le bal. Merci, Gabriel. Très apprécié. Encore une fois, ton dynamisme fait la différence et puis très agréable de travailler à tes côtés. Rapidement, comme vous saviez, là, on avait fait de la publicité que Charles Côté devait venir ce soir. Malheureusement, une extinction de voix. Il s'excuse auprès de tout le monde. Et vraiment, il m'a appelé hier en fin de journée pour m'aviser de ça. Et je vous dis qu'on servirait de bord. Dans le fond, on a dit qu'est-ce qu'on va faire demain? On va faire simplement un mastermind immobilier. Donc, je suis désolé un peu pour le fait qu'il n'y ait pas un sujet précis là, pour qu'on embarque là-dessus avec un invité, mais je pense que tout le monde ensemble, on peut quand même revenir à la source. Comme Gabriel l'a dit, quand on a commencé à faire des cafés PML qui étaient en présentiel, en passant, petite primeur, ça devrait revenir assez vite. Et puis, l'idée, c'était que les investisseurs étaient autour d'une table, puis chacun donnait des défis qu'ils vivaient au quotidien ou dans leur investissement immobilier, que ce soit au niveau des achats, au niveau de la gestion, au niveau de transactionnel, au niveau de stratégie de portfolio, comment optimiser. Et à partir de là, on avait un expert de notre côté, moi et les courtiers immobiliers, hypothécaires, répondaient aux questions, puis on avançait, puis on jamais là-dessus. C'est ce que je propose de faire ce soir. J'aurais vraiment besoin de votre participation à tout le monde et de me donner un petit peu les défis. Parce qu'on voit présentement, là, tu sais, je suis dans mes stats en temps réel en ce moment, je viens de sortir des statistiques. Puis, tu sais, quand on regarde l'immobilier, il y a 3 points principaux. Tu sais, on regarde, selon moi, là, quand c'est temps d'analyser un marché, on va regarder la vélocité du marché. Donc, la vélocité, c'est le nombre de transactions. Il va y avoir également l'appréciation du marché. Donc, comment qu'un marché augmente? Est-ce que le marché s'apprécie? Est-ce que les prix montent? Et le troisième point, c'est la profitabilité. Et bien sûr, ça, c'est au niveau des rendements qu'on peut avoir. Puis quand on regarde le marché, là, présentement, je suis les stats littéralement du 1er mars 2021 jusqu'au 28 février. Donc, les statistiques sont toutes fraîches. Là. Le nombre de transactions au Québec, même s'il n'y a personne qui ne trouve rien d'intéressant, a augmenté de 20 OK? 20 d'augmentation du nombre de transactions. Puis ça, je trouve ça intéressant comme investisseur parce que oui, c'est difficile de trouver un bon produit. On s'entend, tout le monde est là-dessus présentement. Mais en même temps, de voir le nombre de transactions augmenter, c'est rassurant. Puis pour les gens qui sont un peu plus longtemps, qui sont dans le marché, puis qui m'ont vu faire des présentations au Forum québécois sur le multirésidentiel, à la Corpic, au Club d'investisseurs immobiliers, ou tous les endroits, là, même des jardins. J'ai fait plusieurs pendant des années. Je présentais mon rapport de marché. Et je peux vous assurer que pendant 6 ans consécutifs, le nombre de transactions baissait d'environ 10 par année. Écoutez, faites vos calculs. Là. À 10 par année pendant 6 ans de suite, là, c'est littéralement, ça a baissé au point même que je pense que je vais commencer à aller vendre des maisons parce que ça continue comme ça, il n'y aura plus de transactions de multilogement. Et en ce moment,
c'est l'effet contraire. Puis je peux vous assurer que oui, les prix étaient plus bas à ce moment-là, mais il y avait encore moins de choix, moins de transactions sur le marché. Bon, vous allez me dire qu'il y avait peut-être moins d'investisseurs, en effet. Maintenant, à cause du Club d'investisseurs immobiliers et toutes les organisations, on voit qu'il y a une démocratisation de l'investissement immobilier. Il y a beaucoup plus de monde sur le marché, on le voit. Tout ce qui s'est passé aussi avec la bourse de 2 ans, ce qui était avec le COVID, la baisse et tous les marchés boursiers. Donc, beaucoup de gens ont décidé de se sortir d'un marché aussi volatile pour pouvoir s'en aller dans l'immobilier. Donc, on a beaucoup de monde à la messe. Le coût par logement, et ça, c'est impressionnant, ça aussi, là. Le coût par logement, dans d'un an, a monté environ de 19 au Québec. OK? Bon, là, je vais laisser une petite bémol là-dessus. 19 la raison de ça, c'est que la très grande majorité de transactions présentement, une bonne partie des transactions, c'est les logements neufs. OK? Donc, oui, le coût par logement augmente, mais dites-vous que si 25 des transactions, c'est des logements 2020 et plus, ou à 2018, 2017 et plus, donc il y a moins de 5 ans, mais c'est sûr que le coût par logement augmente d'une façon importante. On le voit présentement, tous les constructeurs qui construisent là, des 6, puis des 16, puis des 32 à pelleter, là, ça se passe présentement. Fait qu'on a une très belle appréciation là-dessus qui se fait. Et bien sûr, le dernier point, au niveau de la profitabilité, on se trouve à voir au niveau du multiplicateur de revenus net qui a augmenté quand même, où le multiplicateur de revenus net a augmenté de 12 ou le TGA là, de 11 là, qui est littéralement l'inverse. Le TGA a baissé de 11 encore une fois. Et ce qui présentement, mon opinion est que le TGA est pas mal dans le plus bas qui va être pour quelque temps. La raison de ça, c'est que à cause de la montée des taux d'intérêt présentement qui se passe, à cause de toute l'ascension des taux d'intérêt, ce que moi j'appelle le spread, c'est-à-dire l'écart entre les TGA de marché et le coût d'argent, le coût de loyer de l'argent, c'est-à-dire les taux d'intérêt, c'est-à-dire que c'est possible d'avoir un marché qui est à 4 de TGA, parce que c'est littéralement le chiffre présentement. Le marché, le TGA moyen au Québec est à 4 sur toutes les transactions. Alors que l'an passé, il était à 4,1, 4,2. Puis à 4,2 le TGA, sur un taux d'intérêt à 1,60, 1,70, c'est pas si pire. Mais de baisser à 4 sur un taux d'intérêt qui est quasiment rendu à 3 maintenant, on dit que l'élastique, il est comme très, très étiré. Il n'y a plus beaucoup de place pour baisser. Est-ce que ça veut dire que les prix vont arrêter de monter? La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'appréciation, donc qui est directement reliée au coût par logement, est aussi reliée, parce que le TGA peut rester à 4 mais les prix peuvent quand même monter de 10 parce que le coût par logement augmente. Pourquoi? Parce que les coûts par logement sont liés directement à l'augmentation des coûts des loyers. Fait qu'en ce moment, là, le nerf de la guerre en tant qu'investisseur, puis je mets la table là-dessus, c'est les loyers. Et Gabriel, c'est possible, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, c'est possible d'essayer de le fermer. Donc, c'est le coût par logement, donc qui est relié directement à l'augmentation des loyers. Et tant et si longtemps que les loyers vont monter, bien, on voit rapidement qu'il y a une appréciation qui se fait sur le marché au niveau du coût par logement. Maintenant, encore là, j'aimerais avoir votre feedback ce soir. Un peu avoir c'est quoi vos défis présentement au niveau de la location. Là, on est 15 mars. La période de location qui est typiquement, bien sûr, au Québec au 1er juillet. Comment ça se passe? Est-ce que vous paniquez? Au contraire, tout est loué. Est-ce que vos immeubles existants, donc je parle des immeubles qui n'ont pas nécessairement récents, OK? Les immeubles existants, est-ce que les immeubles se louent bien? Est-ce que le neuf continue à bien se louer? Est-ce qu'on est capable, encore une fois, pour juillet, pour ceux qui ont acheté des immeubles dans les 5 dernières années, d'augmenter de façon dérisoire, c'est-à-dire, en fait, au contraire, c'est-à-dire d'augmenter de façon, en fait, de monter beaucoup les loyers, exemple de 200 à 300 $, parce qu'on l'a vu, là, OK? Il y a des gens qui ont monté les loyers de 200 à 300 $ par mois sur certains projets neufs. Est-ce que c'est le cas? Donc, à main levée, en bas à droite, vous avez réaction. Vous pouvez cliquer sur lever la main. Donnez-moi un peu votre feedback ou simplement un défi que vous avez présentement. Puis je vais inviter soit les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires ou les investisseurs directement à vous donner du feedback puis comment eux ont passé à travers ça.
Ça en prend juste un pour partir le bal, sinon je le choisis. Je vais aller avec mes amis préférés. Yann Chartrand, es-tu là? Ça vaut pas. Oh. Ouais, non, j'avais un petit problème de famille à régler. Fait que, non, présentement, le gros problème, là, c'est un manque total de logement. Nous autres, puis, tu sais, les gens, ils renouvellent. Fait qu'on n'a pas de gens qui partent ou presque pas. Fait que, il faut essayer d'augmenter le plus possible, tu sais, avec les barèmes de la régie, puis négocier. Mais non, il y a un gros manque. Dans les Laurentides, il y a un manque incroyable de logement. Ce que tu dis, Anne, c'est que ton taux de rotation qu'on appelle, c'est-à-dire la rotation de tes immeubles. Exemple, tu peux donner un exemple d'un immeuble de 30 logements ou de 10 logements que tu as. C'était quoi le taux de renouvellement? C'est un immeuble de 30 logements. On va en avoir peut-être 4 qui vont partir, là. Puis c'est parce on va leur faire des offres, on va travailler un peu avec eux autres, là. Mais maintenant, avec des augmentations, là, sur un 30 logements, des augmentations de 40, 45, pour être borderline avec la régie puis négocier, puis on va avoir 3-4 personnes qui vont partir. C'est parce que les personnes qui veulent partir, ils n'ont rien ailleurs. Ils ne sont pas capables de se reloger à des coûts raisonnables. Puis l'exemple que tu donnes, Yann, c'est-tu un immeuble qui est dans un immeuble récent ou un immeuble existant, si tu veux? Bien, celui-là, le 32, c'est à Saint-Jérôme, c'est un 2008. Tout ce qu'on a à Tremblant, là, que ce soit du vieux, du neuf, quand les locataires ils partent, là, on a bâti un triplex l'année passée, on louait 13,25, 1300, 1325. Puis déjà, là, on était en haut de nos prévisions. Puis là, tu vois, on a 2 locataires qui sont partis. On a loué ça 15,50, puis on a eu 25 demandes. Là. Wow. OK. Fait que, il n'y a pas de... Fait que c'est ça, c'est pas évident, surtout quand tu as un immeuble existant. Pourquoi? C'est que quand tu es dans un immeuble existant puis tu veux trouver un nouveau loyer, bien, en ce moment, le taux de renouvellement dans l'existant est parce qu'à cause les loyers sont plus bas, les gens n'osent pas partir. Parce que le choix qu'ils ont souvent, c'est d'un immeuble neuf. Parce que, bon, ils construisent du neuf, pas loin d'un immeuble qu'ils ont présent, qui demeure, le locataire. Et d'aller directement dans un immeuble neuf, mais on parle d'une couple de centaines de dollars par mois de plus de loyer. Fait que c'est pas évident. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de roulement, là. C'est très, très difficile. On le voit là, il y a quelqu'un qui fait le commentaire dans le chat, mais définitivement, c'est un défi présentement qu'on a. Puis, Guillermo, justement, toi, tu es dans la région de Trois-Rivières. Est-ce que tu peux me donner un petit peu un feedback, si c'est possible? Je ne sais pas là, si je ne te spotte pas sur la caméra présentement, mais peut-être Guillermo pourrait me donner un petit peu de feedback ou Patrick Gagné. Comment ça se passe, Pat, dans tes renouvellements de ton bar? Oui, salut tout le monde. Dans la région de Saint-Bruno, que sur 48 logements, j'ai une personne qui a quitté. J'ai pu augmenter d'à peu près 200 $, mais c'est sûr que j'ai fait des améliorations. Puis à Grimby, sur 71, j'ai absolument aucun départ pratiquement volontaire. Si c'est quitte, c'est pour des raisons de santé. Mais sinon, aucun c'est incroyable. Ils sont trop bien, je pense. 71 logements, peut-être pas de roulement. C'est quand même Saint-Bruno, Granby. Saint-Bruno, encore là, il y a très peu de construction dans ce coin. Fait que vous voyez, c'est un défi. Donc, intéressant. Puis, Pat, c'est quoi tu peux faire pour ça? C'est quoi ta stratégie si tu veux augmenter tes loyers à ce moment-là? Ben, en fait, t'offres-tu des nouveaux services? Il y a des stratégies qu'on te fait offrir, mais je ne sais pas des stratégies qui m'intéressent tant que ça. Non, mais je parle d'exemple. Je sais qu'il y a quelques années, on avait parlé ensemble. Puis on avait parlé, justement, je pense que c'est dans un mastermind que tu avais fait ça en présentiel dans le bureau de PMML à Laval, où est-ce qu'on avait parlé, d'entre autres, de Wi-Fi Plex, où on avait parlé, comme toi, tu avais augmenté quand même, tu avais aidé à ajouter des nouveaux services au moins aux locataires actuels. Bien, présentement, qu'est-ce que je fais pour les locataires? C'est sûr que j'installe. L'année passée, j'ai installé au-dessus de 30 cucs thermopompes. Ça fonctionne bien, le système de thermopompe. Le Wi-Fi a été installé en 2019 avec du haut câble. Ça va super bien dans mes 100 cucs logements. Ça, c'est vraiment bon. Ça fonctionne bien. Les thermopompes, tu t'es expliqué c'est quoi le thermopompe, c'est-à-dire au niveau de la climatisée?
Ouais, climatisé à air chaud, les gens sauvent à peu près entre 20 et 30 d'électricité par année. Moi, j'ai réussi à acheter des thermopompes sur du 120, fait que je n'ai pas besoin de tout changer mon système électrique. Juste mettre dans une prise de courant pas loin, puis on réussit à faire fonctionner les thermopompes. Puis on augmente entre 40 et 70 par mois le loyer. C'est instantané. Fait que c'est ça, on est en train de regarder pour bâtir des lockers aussi, des cabanons pour donner la chance. Les gens ont besoin d'espace. Ils partent des fois ils partent d'une maison, ils viennent dans des logements, ils ont besoin d'espace, lockers, mettre leur vélo, leurs pneus d'hiver, tout. Fait que je suis en train de regarder pour installer des lockers extérieurs, cabanons. Rapetisser aussi certains lockers qui étaient vraiment trop grands pour les séparer en deux, pour le partager à plus de personnes. Qu'est-ce qu'on regarde de cet ainsi? C'est quand même créatif, celle-là. C'est bon. Les premières thermopompes, là, je pense que c'est un beau pépite d'art pour moi ce soir. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Puis les lockers que tu subdivises, écoute, ça, c'est créatif, mon cher Patrick. C'est très, très bien. Oui, on essaie, mais je pense que c'est des grands lockers je regarde les grands lockers que les gens ont été fabriqués des 5 par 10, exemple, un peu que ce que Laurent disait, mais les gens ont à peine la moitié de boîtes ou peu importe là-dedans. Fait qu'on les sépare en 4 par 5, là, ça fait une super de bel job, puis le monde sont heureux. 25-40 par mois, ça fait la job. Ouais. Gabanon extérieur aussi, ça. Je t'en pas parler avec la ville là, pour les faire bâtir. C'est quelque chose qui est intéressant. Ouais. Même à Granby, j'ai un grand terrain. On est en train de regarder pour faire des garages style carport, là, avec une porte de garage des 5 par 20, des 10 par 20 pour la voiture. Puis je suis en réflexion de quel prix je devrais mettre ça. Ça va me coûter à peu près entre 7 et 8 000 parce que j'ai déjà en asphalte. Fait que ça me coûterait à peu près entre 7 et 8 000 chaque garage à faire. Fait que c'est pas une fortune. Puis j'hésite sur le prix que je devrais faire. Là. Mais quand tu. Ben, c'est bon, Pat, justement. On va peut-être aller en profondeur là-dessus. Quand tu dis que tu hésites sur le prix, as-tu un ordre de prix à peu près que tu regardes présentement? Ben, c'est sûr que je garde le coût, mais je pensais, quelqu'un qui veut un garage, peut-être pas chauffé, mais un garage pour mettre sa voiture et tout. Je pense qu'il serait prêt à payer entre 150 et 225, je crois. Je ne suis pas sûr, mais moi, j'aurais la chance d'avoir un garage. Je pense que je paierais jusqu'à 200 par mois, selon moi. Mais vos opinions, ça m'intéresse. 200 par mois pour un garage, c'est intéressant. Fait que tu as assez un garage pour rentrer quoi? Un auto? C'est quoi? Ouais, 10 par 20. Une voiture, en moyenne, ça a entre 14 et 16 pieds de long. Puis une porte de garage de 7 pieds, fait que quelque chose comme ça, là. Assez pour même l'espace de rangement au fond. L'espace de rangement, installer des kayaks, des vélos, tout. Là. Fait que c'est vraiment, ça va être leur lieu à eux. T'sais. Fait que sur 71, j'ai l'intention d'en bâtir 6. Fait que d'après moi, il va y avoir une surenchère là-dedans, mais on va voir. Écoute, on a peut-être pas notre permis encore aujourd'hui, mais on a présenté ça à la ville puis ils ont accepté. Fait que là, on est dans un dessin puis leur envoyer ça. OK. Bon, 150 par mois, là. Mettons, tu vas à 175, OK? 175 par mois. Fois 12, ça me donne 2275. Fois 8, quand même 18 000. Là. Ouais. Puis ton investissement, ça te combien? Selon moi, 8 fois 6, peut-être 50 000, gros max. Là. Christy. Tu pourrais récupérer ça en dedans de 3 ans, 3 à 4 ans. C'est surtout la valeur économique qui augmenterait aussi. Ben oui, c'est ça, parce que là, tu es à 18 200 fois, mettons, 20... Là, on sait que les taux sont quand même élevés. Là. Mettons, à 25 fois, tu es 400 quelques mille. C'est incroyable. Pat, honnêtement, c'est super cher. Patrick Beaulieu aussi, qui est en région de Granby. Parce que toi, Patrick, si je me souviens bien, ton 71 est dans la région de Granby, n'est-ce pas? On est pratiquement voisins, moi et Patrick. Ouais. On est quasiment voisins. Avec Patrick Beaulieu. Justement, je voulais intervenir parce que j'ai loué un garage justement sur mon bloc, sur la rue Mountain, à Granby. Et puis, c'est un vieux garage dans le fond de la cour. C'est un peu plus grand là, que qu'est-ce que tu dis, là, mec, c'est presque le double. Mais il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage dans le fond de la cour. On a loué 200$, vraiment en claquant les doigts. C'est un gars qui va juste mettre du stock dedans. Donc, ça fait que ça te donne une idée. Là, le gars, il habite même pas là, puis c'est juste pour entreposer. Fait que ça peut te donner un gauge. Là. Oui, non, j'apprécie.
Écoute, puis ceux-là, j'ai pensé, ceux-là qui veulent un petit moteur, pour que la porte s'ouvre toute seule, là, 220, tu sais. Fait que, ouais, toute petite affaire de luxe, là. On a pensé à ça, fait peut-être 1 mois et demi, 2. J'ai aussi une piscine creusée là, que je me creuse la tête depuis un certain temps. Ça me coûte 17 000 d'électricité par année. Puis finalement, j'ai trouvé un. Je suis curieux, Pat, développe là-dessus. Je suis curieux. La piscine creusée, quand j'ai commencé en immobilier, il y a encore beaucoup de projets qu'il y en avait. Tout le monde les a enterrés. Oui. Ben, en fait, moi, je ne veux pas priver ça de mes locataires. Fait que j'ai décidé d'acheter un spa nage qui appelle. Ça a 13 pieds de long, 4 pieds de haut. Ça coûte entre 22 et 32. Là. Je suis dans les négociations présentement. Mais selon moi, je vais baisser mon coût d'électricité d'à peu près entre 9 et 11 000 par année que je vais baisser mon électricité en achetant ce spa-là. Et je ne prive pas mes locataires non plus. T'sais. Mais là, en ce moment, les locataires ont-tu une piscine? Oui, présentement, il y a une piscine, un spa. OK, il y a une piscine. OK, parfait. Fait que dans le fond, toi, l'objectif, ce n'est pas d'en creuser une et d'offrir ce service-là. Là. C'est littéralement de l'enlever puis de remplacer par quelque chose qui. Tu comprends? Ouais. OK. Fait que, puis aussi, la machine qui fait chauffer ça, ça coûte quand même 50-60 000 $. Elle a quand même 15 ans. Fait que c'est une question de temps. Là. C'est une question de temps de changer ça, cette machine-là. Fait que tant qu'à changer la machine, j'aime bien acheter un spa que je sais que c'est des petits moteurs à 600-700$. Fait que ça va faire Je pense que ça va faire la job, là. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus? Ça m'intéresse. Je suis le bord de signer le contrat, là. Fait que... Ouais. J'ai écouté Jérémy, mais Patrick, je pense que ton voyage au Mexique a porté réflexion. Tu as des projets à se faire hyper intéressants. Vraiment, là, je trouve ça intéressant comme ce que tu exposes en ce moment. Jérémy? Bonsoir tout le monde. Patrick, pour amender un petit peu là, au niveau de tes carports, là, porte de garage, moi j'ai des garages là, non chauffés à Saint-Jean-sur-Richelieu que j'ai aucun problème à louer entre 150 à 175 par mois. C'est un marché là, qui est plus comme cocooning là, avec peut-être 6-7 portes là, pour un multi-résidentiel. Je m'essayerais minimalement à 250 là, puis peut-être même, comme Jérémy disait, là, un 300$ par mois, puis dans le PDK, ben, si tu vois que ça ne pogne pas, tu le baisses. Là. Puis pour la piscine, là, moi, je suis entrepreneur paysager spécialisé depuis 18 ans. Remblayer une piscine, là, dépendamment de la grandeur que tu as présentement pour faire une bonne job, si tu as accès à la machinerie, c'est facilement 10 000. À partir de là, sans nécessairement t'envoyer dans cette voie-là, peut-être prendre, si tu as des cabanons, des garages, là, souvent le système là, avec de chauffage là, pour du tubing ou du tuyau d'irrigation là, sur des toits de bâtiments pourrait peut-être optimiser là, ton chauffage d'eau là, dans les périodes d'été pour compenser là, ta perte d'énergie, là, puis peut-être essayer de faire en sorte que tu peux peut-être étirer là, ou réduire tes frais là, parce que au bout du compte, ça va être à évaluer si c'est un bon investissement à moyen et court terme là, de ce côté-là. C'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait un courtier hypothécaire dans la place qui pourrait peut-être nous donner un peu, là, mettons, quelqu'un qui voudrait financer ce projet-là, exemple? Est-ce que ça se financerait? Est-ce qu'il y a moyen de réouvrir et d'essayer de présenter ça ou que les gens qui l'ont fait? Peut-être, Pat, a la réponse à ça aussi. Patrick, tu peux ouvrir ton micro. C'est vrai, ça va aller mieux si je parle dans un micro. En fait, j'ai oublié de dire que c'est une piscine intérieure, fait que l'eau est tout le temps c'est dans un local intérieur, fait qu'il fait toujours 80 degrés. Mais mon intention, c'était pas de la remplir, c'était juste mettre un deck par-dessus, en fait. C'était pas la fermer, tu sais, comme de la remplir, j'ai pas besoin de faire ça. OK. Pour ça, qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai perdu mon... En fait, c'est ça. Si on parlait de financement, de savoir si c'est possible est-ce que tu as regardé les options de financement pour aller rajouter toutes ces choses-là? Oui, le SPA, ça coûterait. Écoute, il m'offre des taux de 8-9 % je pense qu'on va le payer, mais tant qu'à payer 8-9 % je pense que c'est aussi bien de payer ça tout de suite. Là, mais je pourrais le mettre sur paiement. Juste avec l'Hydro-Québec que je sauve, ça va faire les paiements aussi. Fait que je suis un peu entre les deux. Là, mais...
on pourrait utiliser cet argent-là pour acheter un autre bloc aussi. Là. Ta salle, Pourquoi pas? ta salle a l'air de quoi? Parce que tu ne peux pas faire une salle commune. Tu as quoi comme population dans tes logements? C'est-tu des personnes âgées? C'est des jeunes? C'est des gens de 50 ans et plus. OK. Parce que tu pourrais peut-être prendre cette pièce-là. Moi, mettre un spa, là, je ne mettrais jamais ça. Là, mais ça, c'est mon opinion, là, parce que c'est de l'entretien puis ces choses-là. Là. Mais si tu le ferais une petite salle commune avec des affaires que les personnes âgées aiment, là, d'après moi, tu pourrais amener une amélioration complète. Puis tu créerais un co-living, là, un espace que les personnes âgées pourraient se rencontrer, pourraient faire ça augmenterait leur bonheur puis leur niveau de vie. Puis toi, ça t'enlèverait des troubles puis des coûts, là. Oui, tu as une très bonne idée, Yann, mais j'ai déjà tout ça. En fait, j'ai une salle de massage, une salle de coiffeur, j'ai une salle de gym, j'ai la salle de piscine, j'ai une grande salle de réception de 45 personnes. J'ai une bibliothèque, une salle de bibliothèque, j'ai une salle de cocooning, comme tu parles, une salle de billard avec un jeu de fer, un jeu de fléchettes. Écoute, il est équipé à côté, cet immeuble-là. C'est juste que c'est ça. Patrick, un hyperactif comme toi, assez pour t'occuper, c'est parfait, ça. Tu vas t'amuser là. C'est ça. Mais je ne veux pas d'RPA, je ne veux pas embarquer dans des employés. Tu sais, j'ai un couple qui est merveilleux qui s'occupe de l'immeuble, mais je ne veux pas embarquer dans le système d'RPA. Je suis allé en visiter un justement à côté, puis écoute, revenu d'1 million, puis 600 000 $ de payroll d'employés, là, c'est aucun intérêt. Non. Correct. Merci, Pat, d'avoir partagé. Puis Yann aussi d'emmener peut-être des petits points là, des idées. Pierre-Olivier Chasson, que tu as main levée. Oui, effectivement. Bonjour tout le monde. En fait, j'entendais Yann, je suis en train de dire que les personnes âgées ou les jeunes vieux, entre guillemets, c'est quelque chose que je vois beaucoup là, depuis de plus en plus. Là. C'est des espaces de vie où, effectivement, tu parlais, Yann, d'avoir beaucoup de services ou de lieux communs. Mais on parle aussi d'augmentation de valeur. Quand on parle de services inclus ou des choses comme ça, acheter des meubles ou pas juste du luxe, là, mais mettons les serviettes, les électroménagers, lave-vaisselle, qu'est-ce quoi votre perception par rapport à ça? Ou même si c'est vraiment créer des milieux de vie pour les personnes. Parce qu'on s'entend, le point focus de mon intervention, c'est que vu qu'il y a de moins en moins de possibilités de se loger ou même d'acheter une maison, les gens vont vouloir rester de plus en plus en appartement ou du moins vont rester plus longtemps. Fait que pour aller chercher des plus grands loyers, comme vous disiez depuis tantôt, il faut aller chercher des services supplémentaires. Fait que l'ajout de laveuses, sécheuses ou d'électroménager, même de literie dans certains cas, ou d'un gym, est-ce que ça permet vraiment un gain en valeur? Je pense que c'est clair. Mais c'est quoi vraiment votre stratégie là-dessus? Comment est-ce qu'on peut l'amortir plus longtemps? Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Nous, on avait acheté un immeuble dans Villeray, puis proche entre 2 métros. Puis tu vois, c'est des petites unités. C'est des unités d'entre 175 puis 350 pieds carrés. Puis on a réussi à aller chercher le permis pour faire du Airbnb. Puis est arrivé la COVID, le Airbnb a planté complètement. Non, on avait notre stock, on avait tout commandé, les meubles, les draps, toutes les affaires, les sets IKEA. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à être là, on va les louer à des étudiants, meublés, tout inclus. Puis tu vois, les étudiants, quand ils arrivent dans des petites unités, puis il faut qu'ils achètent des meubles, cette affaire-là, ça leur coûte une fortune. Fait qu'ils aiment bien mieux acheter tout. Ils arrivent là, ils amènent leur valise, puis c'est fait. Puis tu vois, les unités, on les loue, je pense, entre 950 puis 1325 par mois. Fait qu'on était chercher des loyers incroyables. C'est sûr qu'on a un design qui est vraiment flyé aussi, mais tu sais, les gens, ils se battent pour venir rester là. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur valise, ils débarquent ça là, puis tout est inclus. Fait que ça dépend des secteurs. On n'est pas loin, on est entre 2 métros, on est à 200 mètres d'un métro, puis 300 mètres sur l'autre bord. Fait que tu sais, on a une clientèle étudiant de luxe. Fait que ça dépend de chaque secteur, mais il y a une niche pour ça aussi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant comme conversation ce soir parce qu'on a parti sur le taux de roulement qui était quasiment nul.
Et là, on voit que les gens ont trouvé plusieurs façons d'augmenter les revenus. Et l'augmentation des services, je pense que juste ça pourrait être vraiment un mastermind ou une formation assez intéressante là, que le club immobilier, entre autres, pourrait vraiment développer parce que littéralement, je vois des très, très belles idées ce soir avec des cas concrets. Intéressant. Merci de partager ça. Puis merci, Anne, parce que tu sais, c'est comment qu'on réagit à une situation. C'est sûr que d'acheter un immeuble pour faire du Airbnb et le COVID arrive, il faut que tu te revises sur un 10 cents rapide. Et donc, tu aurais pu aller porter ta literie à Patrick, puis les louer d'une autre façon, mais quand même, je pense que tu as réussi à rentrer ça comme il faut. Fouzia, on va y aller avec toi. Bonjour tout le monde. C'est vrai que je voulais faire la pouce sur ce que Yann il a dit. Effectivement, moi, j'ai une immeuble de à peu près 90 appartements qui sont des unités pour des étudiants. Et la formule qu'on allait chercher, c'est de tout inclus, électricité, chauffage, climatisation, Internet, plus un espace de vue communautaire. Une salle communautaire que, genre, l'administration, on l'a donné à un groupe d'étudiants et c'est eux qui gèrent ça pour leur événement avec l'argent de la buanderie. C'est nous qu'on a installé les buanderies, on les a loués l'espace, mais l'argent, plus ils lavent leurs vêtements, plus ils sont propres, plus ils ont de l'argent pour passer dans les parties et dans les événements qu'eux, ils gèrent. Et c'est vraiment une équation très, très réussite parce qu'effectivement, cette année, on avait sur 90 avec des augmentations qui sont de $50, entre 50 à 60 $ parce qu'on a des unités en sharing, là. On a eu un taux de roulement de 2 à 3%, pas plus que ça. Wow, quand même. Ça fait toute une différence. Puis le 2 à 3 %, c'est drôle parce que tu parles de la commune, puis on voit souvent ça, justement. Tu parles de résidence étudiante, Fouzia. Patrick regarde de résidence avec une clientèle un peu plus âgée. Beaucoup d'aires communes. Souvent, c'est des anciennes RPA dans le cas de Patrick qui ont été converties qui ont enlevé tous les services. Et je me rappelle, j'ai une entrevue que j'avais faite avec Éric Desroches. Éric Desroches est investisseur immobilier à succès. Puis Éric, lui, ce qu'il avait fait puis ça, c'est la première fois que je voyais ça, c'est dans un logement, un immeuble à logement traditionnel, là. Je pense que c'était à Rosemont, où est-ce qu'il avait fait une salle communautaire au sous-sol. Et il avait décoré ça comme le Canadien, puis à tous les matchs du Canadien, tous les locataires descendaient et emmenaient leur bière et ainsi de suite, puis ils regardaient le match de hockey ensemble. Il avait installé une télé, des couches, puis tout le kit. Puis Patrick, je trouve ça intéressant parce que Éric, ce qu'il avait fait à ce moment-là, c'est qu'il a créé un esprit de communauté. Parce que souvent, les locataires ne se connaissent même pas. Et là, là, il faut retourner plusieurs années en arrière, 5 ans ou 7 ans, je pense 5 ans, peut-être 4 ans même que j'avais fait cette entrevue-là. Aujourd'hui, la discussion, c'est comment les faire rouler plus, mais en ce moment-là, c'était comment garder les clientèles. OK? Et le fait d'avoir cet esprit de communauté-là, bien, les gens ne voulaient littéralement pas déménager. Puis quand ils déménageaient, ils appelaient leur chum pour qu'ils viennent prendre leur place ou qu'ils relouaient eux-mêmes les loyers. Parce qu'il y avait cet esprit de communautaire. Et Patrick, je pourrais peut-être mettre le lien là, dans le chat. L'entrevue que j'ai faite avec Éric, mais littéralement, il en parle, puis je pense que c'est une belle vision qu'il avait. Puis lui, c'est vraiment l'immobilier avec une conscience sociale qu'il voulait développer, puis dans ses immeubles. Fait que je trouve ça vraiment bien. Merci, Fouzia, d'avoir partagé ça. Je voulais juste ajouter un autre point, si je ne prends pas du temps des autres, c'est que dans d'autres immeubles étudiants, on a un niveau de roulement qui est plus élevé par rapport aux 2 années de la COVID. Ça nous rend un peu à la normale avant la COVID parce que la population étudiante, on est conscient que c'est une population avec une grande rotation. Peut-être ça nous donne une idée qu'on est presque fini avec la COVID parce que les gens, ils commencent à avoir plus de confiance à aller déménager, à aller vivre ailleurs que juste rester dans leur loyer habituel. C'est juste ça le plus que je voulais ajouter. Là. Merci. Exactement. Puis là, tu amènes un défi dans les 2 dernières années. Les résidences étudiantes l'ont eu difficile. Là. Okay? Parce que, bien sûr, beaucoup d'étudiants étrangers
restent dans ces fameuses résidences étudiantes-là. Donc, ont été obligés de retourner dans leur pays respectif. Et puis, ça a créé quand même un taux de vacances, parce qu'on a parlé l'an passé de taux de vacances de 10 à Montréal, dans le ghetto McGill. Et ironiquement, le ghetto McGill, quand tu commences dans l'immobilier ou à côté du plateau, le ghetto McGill, qui est dans le plateau ouest, si vous voulez, ou proche de Concordia, ou proche de l'Université de Montréal, l'Université de Montréal ou de l'Université du Québec, c'était l'endroit le plus sûr que si tu achètes à côté de l'université, puis je l'ai même dit publiquement, tu n'auras jamais de soucis jusqu'à l'an passé. Donc, c'est vraiment la situation. Mais maintenant, c'est les premiers marchés qui vont revenir quand même rapidement. Donc, je viens de mettre le lien du vidéo que j'ai fait avec Éric Desroches dans le chat présentement. Fait que je vous invite à le copier puis à aller peut-être l'écouter après le café PML. Fait que merci, Fouzia. On a Nicolas. Nicolas, si possible d'ouvrir ta caméra, ça serait vraiment précis si tu es en mesure de le faire. Et de nous partager un petit peu ton défi que tu as présentement ou ton input sur la façon de ta méthode de gestion. Parfait, OK. Oui, je m'excuse, je pensais qu'elle était ouverte, la caméra. Dans le fond, une petite question, ça s'adresse peut-être à tout le monde. Mettre en contexte, je procédais à la construction d'un immeuble cet été, puis présentement, j'ai mon sous-sol qui n'est pas habité, là, que j'avais pensé juste faire des cabanons, des lockers pour pouvoir louer. Souvent, là, je vise une clientèle plus âgée qui ont peut-être eu une maison, qui a un locker, c'est peut-être pas assez pour eux, il en faudrait peut-être un deuxième, puis au voisinage, mais je ne sais pas si quelqu'un aurait d'autres idées de la façon de rentabiliser le sous-sol. J'imagine, Nicolas, que tu as fait des démarches déjà à savoir si tu peux construire des logements. Et ce n'est pas possible pour en arriver là? Oui, exactement. Le zonage me permet 9 logements. J'ai 9 logements hors sol déjà. Puis mon terrain est quand même optimisé. Fait que je n'ai pas vraiment de place pour mettre des cabanons sur le terrain. Puis, je suis quand même bien situé. Fait que j'ai une clientèle là, avec des loyers un petit peu plus de luxe. Donc, pour leur donner là, de l'espace de rangement. C'est pour ça que je vais avec le sous-sol. Puis là, présentement, je pourrais faire environ là, 20 lockers dans le sous-sol. Donc, j'en aurais un par logement. Est-ce que quelqu'un a déjà eu du succès avec les lockers au sous-sol? Et justement, maintenant, dans le fond, en plus, c'est pas présentement, ils ont déjà les lockers. Ce serait en ajout par rapport à ce qu'ils ont déjà présentement. Est-ce que j'en comprends? Dans le fond, dans le sous-sol, j'ai réservé un espace de rangement pour chaque unité chaque logement. Puis, j'ai comme 10 lockers d'extra avec la superficie que j'ai. OK. Fait que moi, j'ai juste pensé à ça, mais le sujet de ce soir est quand même très intéressant. Fait que je ne sais pas si peut-être que quelqu'un va m'amener sur une autre piste. Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener peut-être par rapport à des lockers qui ont dans un sous-sol? Jérémy Allard, est-ce que tu as un petit input là-dessus? Les gens là, qui ont parc immobilier déjà. Patrick, tantôt tu parlais à l'extérieur, mais est-ce que tu as vécu la même chose? Mathieu Dupuis, toi qui as du neuf, est-ce que les lockers intérieurs ont une très, très forte demande? Est-ce que tu utilises? Patrick Beaulieu, tu as la main levée aussi, puis Tristan. Fait que je vous invite à partager là. Mais moi, Nicolas, personnellement, j'en ai des lockers au sous-sol, mais avoir 10 places de plus pour tous les locataires, à un moment donné, c'est sûr qu'ils ne vont pas dire oui avec peut-être 200 pièces d'augmentation de plus. Là, déjà que tu as déjà des lockers. Moi, personnellement, je serais locataire, je ne voudrais pas plus qu'un locker ou 2 lockers. À un moment donné, bon avoir des affaires, mais je ne voudrais pas qu'il y ait trop de cochonneries non plus là-dessus. Moi, j'ai déjà eu des locataires qu'eux, il y avait des chambres, puis on louait des lockers de plus aux autres. Mettons, un 100 pièces de plus par mois. Fait que c'était super. On avait plus de clientèle. Puis en plus, on avait des roulements. Fait que les autres immeubles, quand on avait des places de libre, boum, on allait voir tout de suite les autres locataires. Puis on leur disait, écoute, j'ai un logement de libre, est-ce que ça te tente de l'avoir? Fait qu'on avait déjà des clientèles cibles, dans le fond. Fait que ça, c'était une grosse technique qu'on a. Fait que c'est pas mal ça. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à faire avec ça, à part de ça. Stocker tes affaires, maintenance room, tu sais, là. À part de ça. Parfait. Puis justement, Jérémy, tu amènes un bon point. C'est de vraiment calculer si le besoin est là. Peut-être de faire une petite étude, Nicolas, par rapport à tes locataires. S'il y a moyen, s'il y a déjà des gens qui auraient besoin. C'est quand même, c'est sûr que c'est moins cher que construire un logement, on s'entend, là, juste au bout de la plomberie et tout ça. Reste que c'est quand même des coûts. Il faut s'assurer quand même que tu puisses récupérer ça.
Patrick, excuse-moi, Patrice. Dans le fond, peut-être, je me suis allé exprimer. Le but, c'est pas juste à louer aux locataires actuels là, dans la bâtisse. Okay. Aux alentours, il n'y a pas vraiment de locker également. Fait que j'ai peut-être pensé mettre une serrure intelligente là, associée avec un code, puis ouvert, mettons, entre 9h et 6h dans la journée pour le monde extérieur. Comparativement, avec des mini-entrepôts, que j'ai comme fait dessiner des lockers avec plus d'espace que les mini-entrepôts, puis avec des coûts moindres également là, pour la location. Ben Nicolas, écoute, je pense que tu avais le bon sujet. Il y a 4 mains levées. Je pense qu'on va laisser répondre. On va y aller en ordre on va y aller par Patrick. D'ordre de main. Oui. Oui, bien justement, je pense que la première chose, c'est vérifier le besoin. Deuxième chose, éviter qu'il y ait de l'accumulation. Comme Jérémy disait. Troisième chose, pense vraiment à ton setup parce que je ne sais pas si tu as pensé à mettre de la clôture grillagée au lieu d'avoir des lockers complètement fermés parce que tu vas tout être obligé de t'équiper avec des détecteurs de chaleur par locker. Peut-être être obligé de grossir ton panneau incendie, tout ça. Il faut vraiment que tu fasses attention pour pas que tu te causes un problème au niveau de l'incendie. Une petite chose, moi, que je voulais partager, c'est que j'avais un immeuble que j'avais acheté, puis tous les lockers étaient... chaque logement venait avec un locker. Ça a été un petit peu difficile à décortiquer parce qu'il y avait des réservoirs à eau chaude attitrés dans chacun des lockers. Bon, on s'est fait des registres séparés. On a vraiment, à toutes les fois qu'un logement se libérait, le locker n'était pas inclus. On louait le locker vraiment de façon supplémentaire. Puis, une autre chose peut-être que tu pourrais regarder, Nicolas, tu ne peux pas faire de logement dans le sol, mais peut-être qu'il y aurait un de tes logements de rez-de-chaussée que tu serais capable de faire un escalier qui descend, puis tu fais une belle grande salle de séjour là-dedans. Fait que tu pourrais louer ton logement un petit peu plus cher. Fait que tu fais un peu de rangement pour ce logement-là, un escalier, belle salle de séjour, télé. Tu vas quand même aller chercher un peu de revenus. Fait que c'était juste ça que je voulais amener comme contribution. Merci, Patrick. On parle d'expérience. Tu le vois vraiment, des points intéressants. Là. Juste la conformité de ces lockers-là va amener des dépenses et t'amène quelque chose de super important. On va y aller avec Tristan. Oui, c'est ça. J'ai peut-être manqué le début, là, mais c'est sûr qu'avec la ville, des fois, avec un projet particulier ou un changement de zonage spécifique au bâtiment, il y a peut-être moyen de pouvoir faire des logements au sol. Mais si ce n'est pas possible, les lockers, ça peut être bon. De voir la dimension que les gens ont besoin là, selon ton étude de marché. Puis, on m'a déjà dit des fois juste de mettre un échangeur d'air dans le sous-sol, juste pour garder ça vraiment là, avec une bonne température, une bonne humidité, que ça ne sente pas le sous-sol. Ça va donner de la valeur à ton locker, s'assurer qu'il y ait vraiment du bon éclairage très lumineux là, pour que ça soit facilement, que ça soit intéressant pour les locataires et que ça a l'air propre. Là. C'est tout. Bien, Tristan, très belle intervention. En effet, c'est sûr qu'on veut que ça soit quand même clair, ça ne sent pas de la boulamite nécessairement. Là. Fait que ça, c'est très bien. On va y aller avec Dan. Bonjour. Donc, oui, effectivement, je prends la parole par rapport à ce que Nicolas a présenté comme situation. Donc, pour les lockers, là, moi, j'ai vécu une situation similaire donc, sur un 8plex où j'avais des lockers au sous-sol. Et là où il faut un peu faire attention, c'est par rapport, lorsqu'on rajoute des lockers, là, il faudrait faire attention aussi à s'assurer que la ville, que c'est en règle avec la ville, parce que souvent, en rajoutant des lockers, on se retrouve en train de peut-être de fermer, de bloquer peut-être une sortie de secours qui passait par peut-être le sous-sol, et finalement, on crée une non-conformité. Ou bien aussi, moi, par exemple, je parle d'un cas qui m'est arrivé, où finalement des lockers créaient finalement le blocage d'une issue de secours, et il a fallu finalement aussi créer, donc ce que je crois que c'était Patrick qui en parlait, bon, le précédent intervenant qui parlait il a fallu finalement ouvrir une autre issue de secours, bref, et parfois la tuyauterie aussi avec on appelle ça, le fait que peut-être la chaleur, il faut que les issues de secours on appelle ça, la chaleur des logements là
que ça puisse sortir, quoi, les tuyaux d'échappement comment on appelle ça? Mais Dan, on comprend l'idée, c'est qu'au niveau, on parle de quelque chose de quand même assez, ça se fait pas tout seul. On ne fait pas juste mettre 2 par 4 avec une cage, puis ça y est. Il y a quand même du travail à faire. Une vérification auprès de la ville que ça respecte les normes. Absolument. C'est un très bon point que tu amènes. Nous, on le voit dans le transactionnel, quand on vend un immeuble, puis l'acheteur fait sa vérification diligente, on se rend compte souvent que les propriétaires n'ont pas toujours demandé des permis et ont respecté les réglementations pour faire les ajouts d'optimisation. Et ça, on le voit. Et ça rattrape tout le monde. Une des conséquences de ne pas bien utiliser la réglementation, c'est lorsqu'on va arriver pour vendre l'immeuble, on fait une valeur économique parce que les loyers sont là, les revenus sont là, de l'optimisation de ce qu'on a ajouté de façon peut-être pas illégale, mais sans demander de permis. Et la première question que les banquiers vont poser et la SCHL, c'est sont où les permis? Est-ce que vous avez eu l'autorisation pour faire ça? Et si jamais il n'y a pas eu d'autorisation, on n'a rien au dossier, les banques vont littéralement enlever ces revenus-là. Donc, le 20 000 ou le 15 000 par année que ça rapporte en optimisation, vous venez de le perdre fois 20 fois le net ou 25 fois le net, c'est incroyable comme montant. Okay? Donc, d'aller chercher la réglementation ou ne pas aller la chercher, en fait, peut coûter très, très cher. Super intervention, Dan. Beaucoup de valeur qui est créée pour tout le monde ce soir là-dessus. Super. Fait qu'on continue. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être en ajouter un petit peu là-dessus? On a Jérémy. Salut Pat, salut la gang. J'ai parlé un peu tantôt, mais j'avais un petit thinking, un mindset avec vous autres. Je ne sais pas comment d'investisseurs ici à soir qui ont investi aux États-Unis ces derniers temps, dernière année avec la COVID, tout ça. La Floride, elle m'intéresse beaucoup. Il y a des bons deals là-bas, puis c'est vraiment landlord-friendly. Hein? C'est beaucoup axé sur les propriétaires. Ça m'intéresse beaucoup. Fait que je ne sais pas si les autres ils investissent beaucoup là-bas, mais je pense que ça serait du bon times là-bas. Puis l'autre affaire, c'est est-ce que ça arrive souvent qu'il y a du monde qui achète, exemple, des rues, puis qu'ils prennent des prêteurs privés, puis ils font comme toute la rue au complet en deux? Parce que j'aurais l'opportunité là de faire ça à Magog. Ça serait un hard deal. Intéressant, Jérémy, comme question. Pour répondre à la première question de la Floride, c'est actualité parce qu'on est 32 courtiers PMML qui s'en vont là la semaine prochaine. Et là-dessus, on s'en va bien sûr le TENX de Grant Cardone pendant 3 jours. Et après ça, on organise un voyage exploratoire pour ouvrir un bureau de courtage là-bas. Pendant 2 jours de temps, on va faire littéralement le tour de plusieurs villes, plusieurs quartiers, savoir c'est qu'est-ce qui se vend, à quel prix ça se vend. On fait une étude de marché, on va rencontrer des courtiers là-bas, on va rencontrer M. Lépine. Il y a une couple d'investisseurs qu'on connaît qui sont là-bas aussi. On va comprendre le marché. Puis Jérémy, l'an prochain, je pense qu'on pourrait peut-être faire des belles choses ensemble là-bas. Puis littéralement, là, c'est ce qu'on va faire. Mais j'invite quelqu'un peut-être qui pourrait répondre à cette question directement ce soir, quelqu'un qui a déjà investi, comment ça se passe là-bas. Comment ça se passe avec les locataires là-bas? Est-ce que c'est vraiment si friendly que ça pour les lenders? J'aimerais bien écouter votre opinion sur cette première partie de la question. Fouzia? Moi, je n'ai pas d'investissement en Floride, mais je fais juste une autre question à Jérémy parce que je suis intéressée avec ça. Mais j'ai vu dernièrement sur mes réseaux sociaux qu'il y a quelqu'un de notre réseau qui a acheté en Floride avec les RIER canadiens. Est-ce que quelqu'un dans la gang il sait ça, comment ça marche? Est-ce que c'est vrai ou bien juste de la publicité qu'on voit passer? Et s'il peut répondre à Jérémy, je vais rester à l'écoute. Bien, ça, je peux te répondre à ça tout de suite. Il y a plusieurs techniques de faire ça. Ce n'est pas vraiment nécessairement l'argent. Des fois, c'est que le move de le faire ou trouver les bons partenaires pour le faire aussi, mais comme transférer des REER avec des bons comptables, il va tout te dire ça comment faire. Là. On a des bons comptables à Montréal là, qui sont capables de faire ça. Là. Fait que tout est faisable. Tout est faisable. Est-ce qu'on a le droit d'acheter avec nos REER canadiens à l'extérieur? Est-ce que tu n'as pas le droit? Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Pas le droit? Je ne sais pas. Je pense que ça prendrait un expert, mais définitivement, on pourrait se faire une petite soirée, un petit café PML, investir en Floride. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Mais Jérémy, tu sembles avoir quand même une expérience. Tu poses la question ce soir, mais tu sembles quand même avoir une expérience. Est-ce que tu as bougé là-bas un peu?
Ben, j'ai bougé un petit peu, oui, là-bas. J'ai des courtiers aussi, un peu comme dans ma famille. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît Danny Flanders, là. Mais lui, il vient de Stansted, puis c'est un courtier là-bas, Remax. Puis il me cherche des deals une fois de temps en temps, tout ça. Et puis, il y a des bons deals. Puis c'est vrai qu'avec Grant... Dans quelle région qui est? Lui, il est direct à Fort Lauderdale. Ouais. Moi, ça serait à Las Olas. Las Olas, là. Ben, justement, Grant Gordon, il y en avait des qu'on pouvait investir avec lui à Las Olas, puis j'ai manqué ce deal-là. Qu'est-ce qui est bon de moi, c'est que j'ai les doubles citoyennetés, fait que je suis capable d'investir pas mal n'importe quand là-bas, fait que j'ai c'est plus facile. Fait que, ben oui, je cherche pas ça. C'est juste peut-être des fois, il y a du monde qui ont été plus vite que moi, si tu veux. Mais c'est vrai que je fais des recherches, puis... Ben, Jérémy, premièrement, j'aimerais ça que tu m'écrives en privé. On est amis Facebook. Fait qu'envoie-moi un petit message pour me donner les coordonnées de ton cousin. Je veux le rencontrer absolument dans le prochain voyage. Littéralement, on a vraiment des intentions bien précises, PMML pour la Floride. Et de Miami, Fort Lauderdale à Magog. Deuxième partie de la réponse pour Jérémy. Pourrais-tu répéter, Jérémy, cette partie par rapport à Magog, dans ton projet? Magog, je viens juste d'acheter un quadruplex qui était vacant, vraiment pas cher. Et puis, la rue est vraiment affreuse, là. Fait que j'aimerais ça acheter toute la rue. Puis, j'aurais une bonne technique. Je connais pas mal de monde, puis je suis allé faire beaucoup de cognage au pas. Et puis, je pense que ça marcherait, mais je ne suis pas trop familier avec les prêteurs privés. Je m'arrange tout le temps d'habitude moi-même. Ça fait 6 ans, j'ai une trentaine de portes, puis ça va bien. Le petit train va loin. Mais avec les prêteurs privés, on dirait que ça va être intense un peu, là. Mais toute une rue, ça serait vraiment sa coche. Surtout à Magog. Moi, j'ai un ami que... Pas t'interrompre, là, mais j'ai un ami qui a été interviewé par PMML. Ça va sortir là, à la Semaine des millionnaires, qui me disait qu'il va avoir une rue là, ça rive sud, là, un petit village, là, mais que je pense qu'il y a 5 ou 6 blocs. Puis le dernier qui achète sur le coin de la rue, il peut bâtir à côté. Fait qu'il va posséder la rue au complet. Fait que, tu sais, pour lui, c'est un comparateur de marché. Il se crée des comparables. Puis c'est une fierté aussi, là. Tu sais, quand tu possèdes une rue, c'est quand même... pour tous ceux qui ont joué au Monopoly quand ils étaient plus jeunes, là... On va avoir la rue Yann Chartrand au Mont-Tremblant, puis la rue à Jérémy Allard à Magog. So let's do it, guys. J'aimerais bien ça voir ça. C'est Malik. Je pense que c'est pas Saint-Bruno, mais Malik que vous avez interviewé, là. Puis il y a la rue au complet, là. Il vient d'acheter les derniers terrains pour bâtir. Ah, j'aime ça. On va t'annexer ça, mon Yann. J'adore. Fait que, Jérémy, merci pour ton intervention. Oliver? Je voulais juste faire un petit point rapide pour Jérémy, dans le fond, parce que ma soeur a une citoyenneté américaine aussi, puis son conjoint, il y a environ une 50aine de portes en Floride, à Palm Springs. Puis, juste pour dire qu'il n'y a pas... Le grand avantage, dans le fond, en Floride, c'est qu'il n'y a pas de régie de logement. Donc, effectivement, là, il y a quand même beaucoup plus moins de contrôle, puis plus de décisions qui peuvent être prises au niveau des propriétaires pour les augmentations, des choses comme ça. Peut mettre fin à un bail peut mettre fin au bail à l'expiration, des choses comme ça. Fait que c'est quand même intéressant là, investir en Floride. Ah oui, c'est sûr, c'est intéressant, mais s'il y avait du monde qui avait tout un gros parc et tout ça, je sais que pour des rénovations, c'est très difficile. Il faut vraiment que tu aies un contracteur. C'est plus compliqué un peu qu'ici. Mais ici, c'est le TAL, hein? Le TAL qui vient nous arrêter un peu. Comme à Gaspésie, je viens juste d'augmenter de 250. Puis là, j'ai 2 locataires sur 13 que j'ai de la misère. Puis on dirait que ça n'aboutit pas. Je suis comme, ça pourrait être tellement simple. C'est oui ou c'est non. Blanc, go. Pas t'en niaiser. Ah, puis ils n'ont pas toujours les dernières choses, là, mais ils n'ont pas aussi les mêmes. Nous autres, ici, les taux de vacances sont quasiment à nul. C'est sûr que là-bas, autant que tu peux augmenter comme tu veux, il faut quand même que tu connaisses le marché et que tu fasses attention parce que tu peux te ramasser avec beaucoup plus de vacances là, si tu ne gères pas les choses comme il faut. Mais tu as plus de flexibilité. Fait que, non, je voulais juste faire ce petit point-là. Ah, ça, c'est sûr. Mais attends, c'est ta job, hein, de connaître tout ou connaître presque tout.
Oliver, merci de ton intervention. Merci Jérémy aussi. Vraiment du bon feedback. D'ailleurs, PMML qui s'en va en Ontario dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de faire des cafés PMML avec les Ontariens, puis un peu comment ça se passe sur le rental board, puis voir un peu, là-bas, ils appellent ça le rent control. OK, il y a comme c'est pas comme le TAL, mais c'est quand même réglementé. Là. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il reste qu'il y a certains avantages ou certains désavantages parce que c'est plus difficile lorsqu'il n'y a pas de régie du logement ou de sortir les non-payeurs en passant. Fait qu'il y a toujours le pour et le contre. Et donc, on s'entend ici présentement, le seul problème avec les régies du logement, c'est surtout l'augmentation de loyer parce que le reste, je pense que sa raison d'être est là. Maintenant, c'est des augmentations de loyer qui ne sont pas, la façon que c'est fixé, ne sont pas réalistes, ne sont pas faits pour les propriétaires. Et donc, je pense que c'est une façon indirecte, le gouvernement, de socialiser ou de se déresponsabiliser eux-mêmes pour de faire des logements sociaux et tout ça. Ceci dit, présentement, 19h59, merci de votre superbe présentation. Ça a été fait ce soir vraiment un peu jammé. On n'avait pas prévu ce contenu-là, mais je pense qu'encore une fois, vous avez ensemble, tout le monde, donné énormément de valeur aux autres investisseurs. Et j'apprécie beaucoup. J'apprécie tous les courtiers PMML qui sont là ce soir. Il y en a plusieurs qui ont intervenu. Puis, je vous dis là, encore une fois, si vous trouvez que PMML crée de la valeur, puis la meilleure façon de remercier, c'est vraiment d'encourager soit les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, évaluateurs agréés. En passant, l'évaluation agréée est littéralement en feu chez PMML. Plus d'une quarantaine de dossiers en cours. C'est honnêtement, là, c'est un départ rapide, on va dire ça comme ça. Et puis, on est très contents. Donc, n'hésitez pas à encourager les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, évaluateurs agréés. Puis, encore une fois, de venir la semaine prochaine et de créer de la valeur envers les autres investisseurs. C'est vraiment un mouvement qu'on essaie de créer présentement. Puis, on apprécie chaque personne qui intervient, qui s'expose, qui donne des trucs ou Patrick, ce soir, je pense qu'il est en feu. Patrick Gagné nous a vraiment donné plusieurs points. Super intéressant. Merci à Jérémy. Merci à tous les intervenants. Gabriel, je te laisse terminer. Merci à Yann également. Là, je ne pourrais pas tout nommer, là, ceux qui ont parlé, mais là, je les vois à l'écran. Donc, merci à tous. Et Gabriel, je te laisse closer ça et faire la table la semaine prochaine. Parfait. Merci Patrice, puis merci à tous les investisseurs aussi qui ont pris la parole, qui ont partagé leurs trucs aussi, puis leurs projets. C'est super apprécié aussi. Donc, Patrice l'a dit, encourager les courtiers de l'équipe, encourager les évaluateurs agréés. Aussi, si vous êtes en mode acquisition, aussi juste faire évaluer un projet aussi des valeurs marchandes rapidement. Il y a pas mal de membres de l'équipe partout à travers la province qui vont pouvoir vous aider. Sinon, je vous invite vraiment à aller partager, puis surtout aller vous abonner sur les chaînes dpml.tv aussi. Je pense que c'est Yann Chartrand aussi, il mentionnait dans le fond un investisseur, la semaine des millionnaires. Il y a des entrevues, il y a des belles entrevues qui s'en viennent sur la chaîne de PML TV. Donc, si vous avez apprécié, allez faire un tour là-dessus. Il y a énormément de conseils et de contenu pour vous aider à vous propulser dans votre carrière d'investisseur. Donc, je souhaite une très belle soirée. Puis mardi prochain, 19h, on a un autre café PML. Donc, faites ça à l'affût. Merci à tous. Merci Gabriel, merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci de votre participation.